On se présente, donc on est le Shift maintenant. En tout cas, voilà, Guillaume, Laurent et moi. Et voilà, on accompagne les démarches entrepreneuriales aussi, dans les startups, mais aussi dans les entreprises. Notre site web. Au passage, je précise qu'on a déjà écrit quelques articles pendant le Web Summit. Voilà, commencer par vous noyer de chiffres, parce que c'est un peu ce qu'on a vécu nous aussi quand on est arrivé au Web Summit. Donc le premier chiffre, c'est celui-là. Le Web Summit, cette année, c'est 42 000 participants de 134 pays. 42 000 participants, ça fait une petite ville. Et c'est pas tout, c'est aussi 41 600, ça c'est très précis, hein, ça vient de leur blog, visiteurs uniques sur le live stream. Donc tous les gens qui n'ont pas pu venir, qui sont connectés à un moment donné, pour suivre les confs en live, parce que c'est aussi une grosse machine média, et on va voir après combien de bénévoles et tout ça. Donc ça fait à peu près 80 000 personnes qui ont à un moment donné vu passer quelque chose sur le Web Summit pendant ces 3 jours. Donc assez conséquent. Et alors, ce qui est rigolo de savoir, c'est qu'en fait, il y a 4 ans, en 2011, enfin fin 2010, ils étaient 400 au Web Summit. Et donc, ils sont passés de 400 à 400 000, à 40 000, pardon, ça fait trop. Ils ont fait ça, non pas en engageant des gens qui sont spécialistes de l'event planning, des community managers et tout ça, mais ils ont fait ça ils appellent ça Engineering Serendipity, en engageant des data scientists en fait. Et donc ils ont engagé une petite armée de gens qui ont été chargés de screener tous les réseaux sociaux, les comptes Facebook, tout ce qui était apporté, pour identifier les dynamiques de réseau, éventuellement créer des nouvelles dynamiques, identifier quels étaient les centres d'intérêt des gens par masse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils faisaient par grande thématique, pour pouvoir après construire le programme du summit et mettre, disposer, dimensionner les différents espaces, et puis aussi qui connectaient avec qui. Et ça se traduit par leur application que vous pouvez toujours télécharger si vous voulez avoir un aperçu déjà de tout ce qui s'est passé dessus. Et cette application, elle nous permet surtout de faire du réseautage. Et c'est une application qui est super bien foutue et qui vous propose automatiquement des gens à contacter. Vous pouvez les contacter via l'application, mais vous pouvez aussi aller directement sur leur stand, etc. Alors nous, c'est assez drôle parce que on s'est inscrit séparément, donc moi, ils m'ont suggéré de contacter Guillaume. Guillaume, ils m'ont suggéré de me contacter. Donc c'est que le matching est quand même assez bien vu. Mais voilà, ils vous recommandent tout un tas d'autres personnes. Et c'est une appli qui est vraiment très bien foutue. Si vous faites des applis mobiles, je vous conseille de la regarder. Ce qu'ils ont fait aussi, j'ai vu ça sur leur blog, c'est que pendant les 2 derniers summits, ils avaient mis des GoPro un peu partout. Et ils ont donc filmé non-stop tous les flux des gens qui allaient d'une conf à l'autre. Et ils ont modélisé tout ça avec des datas pour voir en fonction des confs, des heures, les flux, qu'est-ce qu'ils transformaient, là où il y avait personne, etc. pour pouvoir après optimiser tout ça. Donc de 400 à 40 000 uniquement par les datas. Quasiment. Bon, il y a beaucoup de com et beaucoup de sponsors aussi. Et alors voilà, donc, ça c'est Patrick Kosgarev, c'est le fondateur, qui dit on a fait tout ça sans aucune notion d'organisation de conférences, parce que c'était pas notre savoir-faire, avec très peu de ressources, et puis il y a un petit point sur la carte du monde qui s'appelle du blanc, et tout ce qui nous manquait en termes d'expérience de financement, on l'a rattrapé en utilisant les datas et en passant par le software. Voilà, donc ça c'était notre première immersion. On s'est dit, tiens, les data, on a l'impression que ça va être un thème un peu récurrent dans le summit. L'autre grosse force du truc, évidemment, pour accueillir 42 000 personnes, c'est les bénévoles. Donc pour ceux qui organisent des événements, et j'en vois déjà dans la salle, ils ont reçu à peu près 500 000... Excusez-moi, j'ai du mal avec les zéros, 5 000 candidatures de bénévoles.
Ils en ont gardé un peu plus de 2000. Ça, c'est la scène centrale où, en fait, quand vous regardez beaucoup de vidéos du Web Summit, c'est des vidéos qui viennent de la scène centrale. C'est le line-up de tous les gens qui tweetent pendant la conférence. Et il y a aussi des gens qui filment, il y a aussi des gens qui live-blog, etc. Donc c'est une cinquantaine de personnes. Il y en a autant de l'autre côté, en fait. C'est 140 permanents. Et puisqu'on est toujours dans les chiffres, donc 3 jours, ça vous saviez, 21 semis thématiques. Donc il y a le sport, les contenus, la mode, la santé, les machines, les robots, les data, etc. C'est un peu plus de 1000 speakers sur des comptes très très bien taillés. Ça ressemble beaucoup à TED sur le format, c'est jamais plus d'une vingtaine de minutes. Donc on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, alors on n'a pas trop le temps non plus de rentrer dans le détail, sauf pour les semis très thématiques, mais c'est assez bien foutu. Ça fait rêver, 1231 médias internationaux, 200 000 tweets, bref, je déroule tous les chiffres. Et le chiffre important qui nous intéresse aussi beaucoup, qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est celui-là. Donc entre toutes les startups qui exposent, en tout c'est 2141 startups, et donc ils sont classés en un petit peu trois stages, donc celles qui sont alpha, donc celles qui ont un peu de traction, bêta un peu plus de traction, et celles qui ont levé plus de 3 millions d'euros. Ça, c'est les principaux summits qui étaient fléchés dans les espaces, et ça, c'est ceux auxquels on a pu espérer mettre un pied. Parce que quand on est là-bas pour 3 jours, donc on était assez bien organisé, mais on n'a pas le temps de tout voir, forcément, donc on fait l'impasse sur certains trucs. Donc on a vu pas mal de choses sur la center stage, c'est là où il y a vraiment les grosses stars, donc Michael Dell, Ed Catmull, fondateur de Tinder, fondateur d'Instagram, etc. Et puis après, il y a des petits summits plus thématiques, où là, on va rentrer soit vraiment dans le dur, alors je ne suis pas allée sur code, mais sur data, c'était quand même assez technique. Et là, sur des comptes de 20 minutes, on rentre vraiment quand même dans le dur du sujet, des choses, voilà, on va carrément parler d'algorithmes ou de choses comme ça. Et puis peut-être sur des society summits, c'était très intéressant aussi. Beaucoup moins technique, mais sur les évolutions de la société impactée par le numérique. Voilà. Donc on a fait beaucoup, on avait un peu ça, et vraiment le focus sur ces 5 ans. Alors les tendances, ça c'est donc notre vision à nous, parce que, encore une fois, on est loin d'avoir tout vu. Voilà, Big Data, Machine Learning, c'est le grand mot-clé, Machine Learning, Machine Learning, Machine Learning, c'est ça à toutes les sauces. Robotique. Et heureusement, encore un peu d'humanité dans tout ça. Mais, alors voilà à quoi ça ressemble l'intérieur du Web Summit, enfin l'intérieur d'un petit summit qui est le Machine Summit. Puis là, non. Et donc, il y a ça c'est des grands linéaires, c'est du tripli, et il y a des kilomètres de startups qui sont installées là. Elles ont à peu près 1 mètre de large, hein, c'est ça, là, la place de poser un PC et 3 stickers. Et bon, c'est un peu l'abattage. Et donc, celui-ci, dans Machine Summit, c'est l'endroit où, quand tu marches, il faut faire comme ça, parce qu'il y a des drones qui volent, des petits hélicoptères, des petits machins, donc c'était assez rigolo. Alors, vous dire quoi dans la robotique va émerger, en fait, on a vu tout. Ça va j'ai eu n'importe quoi, mais la machine à café connectée, ce qu'on a vu beaucoup, c'est des espèces de skateboards, un peu comme les Segway, mais il y avait plein de gens qui se déplaçaient avec ça. Voilà, j'ai une photo là. Voilà, ça on en a vu partout. Mais bon, ça part dans tous les sens, des objets connectés à tout va. Évidemment, beaucoup de type Oculus-like. Ça, il y en avait partout. Donc, on n'a pas pu tout essayer, loin de là. C'est des heures de queue pour faire une démo. Donc, ce que tu peux faire, c'est un peu grappiller et voir. Après, il y en a qui se démarquent un peu plus, mais donc, il y avait deux grandes zones dédiées à tout ce qui est objets connectés et robotique. Il y avait Machine Summit et Builder Summit. Donc finalement, il y avait presque deux
2 zones dédiées entièrement à la robotique. Beaucoup de choses autour de la voix. La nouvelle interface naturelle, ça semble être la voix. De plus en plus de choses où on a les mains libres, ou en tout cas où on a les mains justement occupées à faire quelque chose, et donc on va commander soit un objet connecté, soit son ordinateur, soit voilà, n'importe quoi, avec la voix. Donc, nous, data, alors c'est pas compliqué, partout. Il n'y a pas un seul service aujourd'hui, pas une seule start-up qui ne fasse pas du traitement de flux mais en masse. Du machine learning et qui n'utilise pas des algorithmes plus ou moins sophistiqués. Ce gars-là, c'est donc Tim Budden, c'est le patron de DataSift. Je ne sais pas si vous connaissez DataSift. C'est une start-up dont on avait un peu parlé à la cantine il y a 1 ou 2 ans. Alors lui, c'est pas compliqué, il crunch le plus gros dataset du monde. C'est-à-dire qu'il prend tout. Il prend tout ce que vous écrivez sur Facebook, sur Twitter, sur tout ça. Et il met ça à disposition de ses clients pour plein de choses. Soit faire de l'analyse prédictive, soit faire améliorer des assistants personnels, des trucs comme Siri ou comme... comment ça s'appelle sur Windows, Cortana, c'est ça Cortana. Pour faire de la gestion de risque, pour faire des tendances, pour faire... voilà. Et il a fait une très très bonne conf sur justement comment ils utilisent les datas en prenant des exemples assez parlants sur le mot diesel, donc comment ils arrivent à créer comme ça des clusters de mots, donc diesel, donc tout ce qui est autour soit du carburant, soit de la marque de vêtements, soit d'une autre marque une marque de cosmétiques qui s'appelle comme ça, etc. Donc vous voyez, on est toujours dans la théorie des graphes. Et ça, je pense que j'ai dû voir 6 ou 7 confs ce jour-là sur les datas, et tout est vraiment sur la théorie des graphes, la gestion des graphes, la gestion des réseaux. Donc ça, c'est un gros truc. Il y a d'ailleurs le post de Cosgrave sur son blog du Web Summit qui donne des noms de logiciels précis qu'ils utilisent. Quand je vous disais tout à l'heure, ils sont passés de 400 à 42 000. Ils donnent un petit peu les outils qu'ils ont utilisés pour faire ça. Ce soir, vous rentrez chez vous, vous téléchargez Monument Valley parce que c'est l'un des plus beaux jeux de la décennie, je pense. Et c'est une petite boîte dont j'ai vu son talk à lui, c'est une petite boîte qui s'appelle Us2, nous deux. Et c'est pas une boîte de jeu à la base, c'est une boîte de designers, donc ils font des applis, ils font beaucoup d'interfaces mobiles, mais pas que. Et ils ont fait à peu près 25 essais de jeux ratés avant de sortir Monument Valley. Alors ce qui est super pour ceux qui veulent s'entraîner au pitch, c'est qu'ils commencent par montrer une scène de House of Cards où Kevin Spacey joue, donc le président des États-Unis dans la série, joue à Monument Valley. Et donc il dit à votre avis, combien ça nous a coûté pour ce petit placement produit? Donc les gens il dit bah non, ça nous a coûté 0 parce qu'en fait on est tellement connu et tellement, le produit a tellement marché que on l'a découvert comme tout le monde. En fait, personne ne nous a rien demandé et on l'a découvert comme tout le monde. On a des copains qui nous disaient t'as vu, il y a Kevin Spacey qui joue à Monument Valley dans House of Cards. Et sa conf à lui, c'était vraiment sur remettre l'humain au cœur des entreprises. Donc ça, c'est un grand thème, c'est Guillaume qui va vous en parler plus précisément. Et voilà, par exemple, il a aussi parlé de... Donc, il dit, voilà, nous, notre cœur de nos valeurs, maintenant, c'est de remettre l'humain partout. Et donc, il met un bulldog. Donc, tout le monde s'en va, il dit, ouais, vous marrez, mais le bulldog, il y a une raison. C'est que nos 2 premiers clients ne nous ont pas payés. Et donc, on a été un peu emmerdés, donc on a essayé de savoir pourquoi, les comprendre et tout ça, et on s'est aperçu que l'une des 2 était fan de bulldog. Donc on a commencé à parler avec elle de bulldog, etc. Et puis en fait, on l'a relancée, si on nous relance de facture, on a mis des photos de bulldog. Et puis elle nous a payé. Juste parce qu'on a mis des photos de bulldog. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais au-delà de ça, un très bon exemple d'une entreprise qui pour moi ressemble beaucoup à Basecamp, ex-37 Signal, dans l'ADN. 75% des bénéfices de Monument Valley ont été partagés entre les salariés de la boîte. Il y a 50% du budget de la boîte qui est dédié à juste faire du lien entre les gens.
Et il a dit un truc qui a particulièrement résonné en moi, forcément, parce que Shift, c'est un truc dans lequel on croit beaucoup. Il dit que demain, un des métiers d'avenir, au-delà de data scientist, et ça c'est pas notre truc, c'est d'être facilitateur de liens et de connecter les gens ensemble, mais pas dans une position très basse, en essayant de éliminer tous les obstacles et toutes les frictions, etc. Et c'est un discours qui a été aussi un peu relayé par Ed Catmull, le patron de Pixar, qui nous a dit, nous chez Pixar, en fait, notre seul job chez les encadrants, c'est d'enlever les freins et surtout d'enlever un truc, c'est la peur. Et c'est pour ça que quand un projet se plante, on l'arrête pas tout de suite. On lui dit pas non, tu fais n'importe quoi, on va arrêter le projet, on coupe le budget. On laisse se planter, ils en ont laissé planter apparemment un certain nombre, on continue à débourser du budget. Parce qu'il dit, si on commence à dire aux gens qui se plantent, on induit une certaine peur du plantage, et derrière, les gens ont plus confiance en ce qu'ils font, ont plus confiance en leur créativité, et du coup, on passe à côté d'occasions qui sont des super trucs, puisque aujourd'hui, Pixar sort encore la semaine prochaine un truc qui va sans doute devenir un blockbuster, et donc voilà. Donc l'idée de remettre l'humain au cœur de tout et de l'empowerer au maximum dans la boîte, c'est quelque chose qu'on a vu assez souvent, et Guillaume a d'autres exemples à vous présenter. Ça, c'est un pitch qui fait bien lien entre data et l'humain. C'est Mike Krieger, qui est un des cofondateurs d'Instagram, qui est le CTO. En fait, il a fait un pitch de 20 minutes sur comment est-ce qu'ils ont optimisé la partie search d'Instagram, la partie où on propose des photos que les gens vont potentiellement aimer. C'était quelque chose qui était très important, notamment quand on arrive sur la plateforme, on connaît personne, on suit personne. Comment est-ce qu'on embarque les gens pour faire en sorte qu'ils deviennent utilisateurs d'Instagram et puis qu'ils restent sur du long terme. Et donc il a parlé un peu de toutes les itérations, comment ils l'ont amélioré, comment ils ont monté les algorithmes, et tout ça pour conclure au final que en fait l'algorithme et le machine learning c'est super, mais au final ça suffit pas. Il faut de l'humain, il faut de l'intuition, il faut de la compréhension des mécanismes humains. Ça c'était assez marquant dès la première journée, ça nous a frappé tous les deux alors qu'on n'a pas vu les mêmes conférences. C'est que c'était quasiment 100% des conférences, à un moment le sujet, les équipes c'est important, le client c'est important, et en fait tout le monde parlait de l'humain, et on sentait un espèce de besoin de se reconnecter, de redevenir très terre à terre, alors que c'était que des conférences avec que des gros geeks, que des startups, et en fait on était vraiment revenu sur l'humain. Une startup c'est quoi? Il y avait la confiance. Ouais. Anne a beaucoup parlé de la concurrence. Celui qui disait qu'une entreprise n'existait pas, c'était qu'un ensemble de personnes. C'est le gars de Stu, lui dit en fait il n'y a pas de super entreprise, il n'y a que des super collaborateurs. Et voilà, après ils sont plusieurs dans ces discours, mais ils ne sont pas forcément suivis par des actes, mais du coup chez eux ça arrive vraiment. Il y a Stuart Butterfield qui est le fondateur de Slack. Lui disait en gros moi j'ai pas envie de vendre, alors si vous me proposez $1 milliard, je me poserai peut-être la question, mais ma boîte c'est une aventure humaine, j'adore les gens avec qui je travaille, c'est ça qui compte en fait dans Slack, c'est les gens, et une de leurs missions en fait c'est de remettre de l'humanité dans le logiciel. Donc si vous êtes utilisateur de Slack, il y a plein de petits trucs en fait, qui sont assez fun, assez marrants, et qu'en fait qui remettent juste qui créent une relation un peu particulière avec le logiciel. Un truc très froid, on utilise juste parce qu'il nous sert, mais on crée aussi une relation quasiment avec le système. C'est vachement intéressant. C'est le gars de Campaign Monitor, donc c'est un peu comme Mailchimp ou Mailjet, qui aide à faire des campagnes mail. Lui c'est pareil, il disait en gros, le plus important dans ma boîte, c'est mes équipes, c'est mes collaborateurs, c'est une aventure humaine en fait. Donc, c'était super intéressant. Et en haut, c'est le fondateur de Kickstarter, et Nancy Strickler, on fera un zoom derrière, mais lui c'était pareil, il avait une approche qui était vraiment à contre-courant de tout ce qu'on peut voir au quotidien, où on entend parler toute la journée de licorne, de levée de fonds, démentiel, donc c'était assez marquant en fait. On a fait un peu une overdose de licorne.
Ouais, et il y avait aussi... moi j'étais sur le track design pendant ce temps-là, et du coup ça faisait encore écho à Human First, parce que les gens disaient, aujourd'hui c'est vraiment l'avènement des startups pilotées par les designers. Il y a, je crois que c'est 27 startups créées dans lesquelles il y a un cofondateur qui est designer, qui ont été achetés en 2015 par des tech companies, donc des PayPal, tout ce que vous voulez. Ça n'a jamais été une aussi grosse tendance que maintenant, et c'est que le début. Il y a 6 gros fonds d'investissement de la Silicon Valley qui ont pris à leur board des designers. Et pourquoi maintenant? Pourquoi le design maintenant? Ils disaient, bon bah jusqu'à maintenant, les designers, jusqu'à maintenant, celui qui faisait le software, c'était le développeur, et pour le designer, il n'y avait pas trop d'outils pour interagir. C'est vraiment arrivé avec les CSS, donc la mort des tableaux, les CSS, tous les outils, tous les frameworks qui vous permettent de prototyper des trucs comme Marvel qui vous permettent de faire des petites applis, des protos d'applis mobiles, et qui permettent aux designers de se réapproprier la conception du produit. Et il disait, là où le développeur est vraiment dans son monde d'algorithmes, de data et ça, c'est le designer qui va reconnecter l'humain au produit. Et ça, on l'a entendu chez IDEO, on l'a entendu chez Sugru, on l'a entendu chez Twitter, on l'a entendu quasiment partout. Gros track design qui parlait quasiment que de ça. Comment aujourd'hui on peut faire en sorte qu'il y ait une connexion vraiment très intime avec ces applis qu'on a maintenant dans nos poches. Alors, mon coup de cœur, Earthcast. Alors, je vous invite à aller voir ce site, earthcast.com. Donc, leitmotiv, c'est Open the World. Le CEO Scott Larsen. Donc, ça, c'est le track Content Web Summit. Et alors, lui, son produit, il est simple et génial. Ils ont 4 caméras haute définition qui coûtent chacune 35 millions de dollars, qu'ils ont attachées à la Station Spatiale Internationale. Et ils prennent des photos de la Terre en continu. Enfin, ils filment la Terre en continu. Et en fait, sa proposition de valeur est assez simple. Petit clin d'œil à Elon Musk, qui dit il y a des gens qui voient l'espace comme un moyen de s'échapper, pour sauver la race humaine. Nous, pour l'instant, on voit un moyen de mesurer l'impact de ce qu'on fait sur la Terre. Et donc, il génère une espèce de banque d'images libre de droit, pour certaines, pour d'autres non, en 3D animé, et qui sont utilisés alors, par des clients comme Pepsi. Pepsi, il n'y a pas très longtemps, je crois, a fêté ses 100 ans. Ils ont fait des événements, des espèces de happenings dans le monde, où ils rassemblaient un très grand nombre de personnes, et ils ont voulu faire un peu des photos de ces événements, mais vues d'en haut. Donc là, une opération très marketing. Mais il y a des clients comme l'ONU. Je crois que ici, voilà, ici, c'est une zone en Syrie dont ils ont capturé des images et dont l'ONU avait besoin pour trancher sur un problème, je ne sais plus ce que c'était, un problème d'armement ou quelque chose comme ça. Sur Vancouver, si vous allez voir la vidéo, c'est rigolo. En fait, on voit en 3D, il y a l'aéroport qui est pas très loin par là, je crois. Par là, au-dessus. Et donc on voit les avions atterrir et donc ils s'en servent pour piloter les flux de transport aériens. Ça c'est la Mecque avant et après l'effondrement d'une des tours. Donc il y a des architectes qui s'en servent aussi pour voir. Et donc il y a une API et donc vous pouvez, si vous êtes développeur, vous pouvez utiliser ces images de caméras qui valent quand même 35 millions pour créer une appli, un site, un service. Il a des clients aussi qui s'en servent pour évidemment des histoires environnementales, voir l'impact de la pollution. Il a des clients assureurs qui essayent de prédire les risques, par exemple liés aux tempêtes, tornades, etc. Enfin, voilà. Donc avec un produit assez simple, finalement, des photos de très très haut, beaucoup d'applications possibles et voilà, donc Earthcast. Alors mon chouchou à moi, c'est Hyperloop. Vous connaissez Elon Musk, le type un peu fou qui a décidé de coloniser Mars, SpaceX, Tesla, tout ça. Donc il y a un an à peu près, il avait écrit un petit white paper sur un projet qui s'appelle Hyperloop. Hyperloop, c'est le transport à vitesse subsonique, donc juste en dessous du mur du son. Donc ça, c'est les protos. Le white paper, il est téléchargeable, vous tapez Hyperloop, vous allez tomber dessus. Voilà.
c'est hyper intéressant à lire. Et donc, comme il a un petit peu des trucs à faire chez Tesla, SpaceX et tout ça, il a juste pris les 2 meilleurs mecs de la planète sur la question, donc ils sont là. Donc il y en a un qui est CEO, l'autre qui est CTO, je crois. Bref, peu importe. Et l'idée, donc ça commence comme ça, c'est en fait, il y a plein de choses qui ont accéléré dans le monde. On envoie effectivement des fusées sur Mars, les communications n'ont jamais été aussi vite, tout va très vite sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y a un truc qui n'a pas changé, c'est qu'on se transporte toujours aussi lentement, quoi. On prend l'avion au mieux, ou le train, mais il n'y a rien qui a changé dans ce domaine-là. Donc nous, on va disrupter ça. Et donc le projet, c'est de créer, pour la première partie en tout cas, tout simplement un trajet entre Los Angeles et San Francisco, qui durerait donc 35 minutes. 35 minutes et d'ailleurs 35 dollars. Donc pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, qui ont fait Los Angeles, San Francisco, c'est quelques heures de bagnole, c'est bien 6-7 heures de bagnole. Et voilà, donc c'est assez simple comme projet. C'est un espèce de grand pont, un arc, donc c'est pas embêtant pour les cultures parce qu'on pose juste des piliers, on n'a personne à exproprier. En plus, dans son projet, il y a l'idée qu'on puisse le déplacer, parce que forcément c'est déjà pas assez difficile. Et voilà, et donc ce qui est assez drôle, c'est que ok, le côté technique est super séduisant, ils ont fait, voilà, ils ont déjà commencé à travailler sur le projet, donc ils ont déjà produit des pièces, etc. etc. Mais ce qu'ils disent derrière, c'est en fait ça va changer complètement la conception de la ville. Leur pitch c'est Make the world a village, donc faire du monde un village. Donc c'est d'avoir hyperloop partout. Donc ça veut dire qu'on interroge complètement le concept de la ville et du milieu urbain, puisqu'en fait, une ville aujourd'hui c'est une agglomération, mais parce que ça concentre des gens et donc il faut se transporter d'une ville à une autre. Mais demain tout le monde sera connecté par Hyperloop, donc ça disrupte l'immobilier, parce que là où c'était moins cher parce que tu habitais en périphérie, maintenant peut-être que ça sera le même prix ou peut-être que tout sera moins cher, on ne sait pas trop. Il y a une version cargo d'Hyperloop, donc ça va disrupter le e-commerce, parce que ce que tu te faisais livrer en 4 jours, parce que ça vient de Singapour, tu vas te le faire livrer en 2 heures avec Hyperloop cargo. Ça disrupte un peu le côté justement toujours urbain, puisqu'il n'y a plus besoin de stocker des marchandises pour les livrer aux gens, il n'y a plus besoin d'entrepôts qui polluent, qui font du stockage en attendant que UPS veuille bien les expédier. Ça disrupte évidemment le transport, bref, ça change tout. Voilà, juste de connecter les gens, ça change tout. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une licorne? Parce que celui qui ne sait pas lève la main, on ne lui en voudra pas. Alors la définition, c'est donc une start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars et qui n'est pas qui n'est pas en bourse. Qui a été valorisée à 1 milliard de dollars uniquement via un mécanisme de levée de fonds et de valorisation. Et donc c'est le cas, je crois qu'il y en a plus d'une centaine, dont les 3/4 ont été, sont passés, qui sont devenus licornes dans l'année qui vient de passer. Et donc du coup, nous, on avait commencé à avoir une petite overdose de gens qui étaient vraiment, qui tenaient que ce discours-là, qui montaient des startups juste pour devenir une licorne. Le but, c'était d'être valorisé à 1 milliard de dollars et à la limite, ce qu'on fait, peu importe, quoi. Juste monter une boîte et être valorisé très cher et tout faire pour être valorisé très cher. Moi, c'était ma conférence préférée. Je suis même allé voir, je faisais deux pitchs, donc je suis même allé le voir une deuxième fois pour. J'avais vraiment bien aimé la première. Donc Yancey Strackler, c'est un des cofondateurs de Kickstarter et il est passé CEO l'année dernière, je crois. Et en fait, sa conférence s'appelait Resist and Trade, donc résister et prospérer. Et il a dit plein de choses qui sont super intéressantes, notamment le fait de penser long terme plutôt que court terme et de ne pas chercher à vendre, en fait, de ne pas monter un projet pour le vendre, d'avoir une approche où on va faire quelque chose qui nous tient à cœur, où on a une mission, une vision qui est justement dans le long terme et de tout faire pour l'atteindre, de pas chercher à optimiser. Alors, on va tweeter un article, en fait il a mis un article sur Medium qui explique tout son pitch, où il explique un petit peu le mécanisme
de l'optimisation de la monnaie pour la monnaie, l'impact que ça peut avoir sur la société aujourd'hui. Et du coup, il expliquait ça en disant que, en gros, il sentait dans l'univers tech une tendance qui allait dans le mauvais sens, enfin, selon sa propre vision des choses en tout cas. C'est-à-dire que, en gros, il ne critique pas les licornes, il dit juste qu'il y a plusieurs manières d'entreprendre, il y a plusieurs manières d'être une start-up. Et en gros, il expliquait lui sa manière à lui d'être une start-up. Alors, il parlait d'être idéaliste, de suivre ses valeurs, de pas se laisser porter et de vraiment faire en fait à sa manière. Parce que si on lit aujourd'hui un bouquin Comment monter sa start-up, en gros, le discours est un peu toujours le même. Et si on va, enfin, typiquement les gens avec qui on discutait, tout le monde tenait un discours qui était assez similaire. Et ce qu'il disait, c'est en gros, faites-le à votre manière. Ce sera plus dur, parce que les gens vont vous dire que ce que vous faites c'est nul, qu'en faisant comme ça vous n'y arriverez jamais. Et il disait aussi ça va être plus facile, parce que quand vous allez vous lever le matin, vous serez droit dans vos bottes, et au final vous assumerez tout ce que vous faites toute la journée, et vous poursuivrez votre mission à votre manière, et vous assumerez beaucoup plus facilement ce que vous faites. Et l'autre chose c'était d'être patient. On est un peu les premiers aussi à le dire, il faut toujours aller vite. Faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite. Et puis lui, ce qu'il disait, c'était en fait, la vitesse, c'est pas toujours une bonne chose. C'est important d'aller vite, mais il faut aussi être patient pour prendre le temps de bien faire les choses, de bien se poser les bonnes questions. Et ça résonnait assez, c'était vraiment un contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a une autre conf, en fait, c'est une conf qui a été annoncée, qui ne s'est pas déroulée. Mais donc en fait, c'est un des fondateurs de Basecamp, 37 Signal, ils ont écrit des bouquins, un bouquin qui s'appelle Rework ou un autre qui s'appelle Remote. Donc là, selon Karim, ils vont bientôt écrire un bouquin qui s'appelle Reconsider. Non, Rewrite, je pense. Tu crois? Ok. Et en fait, lui, son point, c'était de reconsidérer les motivations qu'on a quand on lance une start-up. De s'assurer pourquoi on lance une startup, c'est quoi le but derrière, qu'est-ce qu'on cherche. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste de se poser la question à soi, qu'est-ce qui nous motive quand on lance, reconsidérer sa définition du succès aussi. Justement, c'est un peu dans le même sens que Yancey Striker de Kickstarter. Pourquoi vous lancez et qu'est-ce qui fera que vous allez vous dire que c'est un succès? Est-ce que devenir une licorne pour vous, c'est être successful, ou est-ce que vous avez d'autres, est-ce que ça peut être l'impact sociétal, est-ce que ça va être de gagner beaucoup d'argent, est-ce que ça va être de créer beaucoup d'emplois, est-ce que ça va être de rendre vos clients heureux, de transformer un secteur? Enfin, voilà. Il n'y a pas une version unique du succès et c'est important aussi de se poser à soi-même la question de c'est quoi le succès et qu'est-ce qui fera que j'estimerais que le projet que j'ai lancé est une réussite. Et pas... Voilà. Être une licorne, c'est pas une fin en soi, lever des fonds, c'est pas une fin en soi. Ça peut être un outil pour atteindre un objectif, mais il n'y a pas qu'une manière de penser. Voilà, il dit une partie du problème aujourd'hui, c'est que personne veut se contenter de simplement. Personne aujourd'hui veut simplement se contenter d'apporter sa part à l'univers. No, they have to fucking own the universe. Donc c'est un peu le truc qui commencer à voir, donc c'est pas assez d'y participer, il faut le posséder, c'est pas assez d'être sur le marché, il faut le dominer, et c'est pas assez de servir des clients, il faut les capturer. Et je vous invite vraiment à lire cet article parce que, nous en tout cas, on y adhère à 300%. Et voilà, je pense qu'il l'a écrit alors qu'il devait aller au Web Summit, au moment où il a reçu son invitation, et au moment où, je pense tout ça, chez 37 Signal, enfin chez Basecamp maintenant, il exaspère au plus haut point. Donc c'est un petit plaidoyer pour l'entreprendre autrement. Alors. Et lui, du coup, dedans, il parle de ses motivations, et en fait, c'est des choses qui sont assez basiques. C'est, moi, j'ai monté ma boîte pour être indépendant, j'ai monté ma boîte pour construire quelque chose avec des gens que j'appréciais, il appelle ça des coworkers, parce que je voulais faire un truc très simple, c'est faire un produit, le faire le mieux possible et le vendre à des gens qui sont intéressés par ce que je fais et qui trouvent ça génial. En fait, il dit en gros, c'est ça que je voulais atteindre. C'est
par ses convictions et qui les applique. Je pense qu'ils sont moins d'une quarantaine pour faire ce produit-là. Ils avaient d'autres produits, donc ils avaient un produit qui s'appelait High Rise, un produit qui s'appelait Backpack, etc. C'était des produits qui marchaient bien, mais le truc qui les éclatait, c'était Basecamp. Donc ils ont tué tout le reste pour se focaliser sur Basecamp. C'était des produits qui leur rapportaient énormément. Donc ils ont tout recentré. C'est une boîte qui doit faire peut-être 40 personnes. C'est tous des cadors. Franchement, vous trouvez la liste des gens qui sont membres, enfin qui sont coworkers chez Basecamp, vous les suivez sur Twitter, c'est juste un régal. Et ils sont sur les 5 continents. Et le fait de ne pas avoir de bureau, de travailler en remote, leur a fait écrire leur second bouquin, qui s'appelle leur troisième en fait, qui s'appelle Remote. Ils ont d'abord écrit Getting Real, qui est vraiment les bases, les prémices de l'agilité. Ensuite, ils ont écrit Rework, comment travailler autrement avec nos valeurs, etc. Puis Remote, le faire mais à distance, et on n'a pas besoin de bureau, et on n'a pas besoin d'un réunion, et on n'a pas besoin de process, etc. Et donc, c'est une boîte qui s'applique à elle-même, en tout cas, ses propres conditions. Et je trouve que Us2, le gars dont je vous ai parlé là tout à l'heure, les gars qui ont fait Monument Valley, ils ressemblent beaucoup, enfin, ils ont beaucoup de similitudes avec cette boîte. Alors, qui dit startup dit aussi pitch. Donc, il y avait plus de 200 pitchs. Donc, je sais pas, Maëlle, tu sais, toi, quand est-ce qu'on a le droit de pitcher? On candidate pour pitcher, comment ça se passe? Vous avez pitché, vous? Oui, vous avez pitché. On l'a raté, d'ailleurs. Comment? Vous avez pitché sur une des scènes... Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Donc c'est... Oui, c'est un principe de candidature. Effectivement, il y a deux scènes différentes pour les pitch startups. Et ben voilà, ils retiennent quelques startups qui ont le droit de pitcher. C'est un peu le même principe de sélection que tu as décrit tout à l'heure avec Alpha, Beta, Start. Ouais. Effectivement, il y a... D'abord, on en reparlera peut-être du processus, comment on arrive au Web Summit, mais il y a beaucoup de startups qui veulent participer, il y a certaines qui sont reçues dans certaines catégories, et puis certaines qui ont la chance de pouvoir pitcher. Ouais, on va revenir dessus. Donc 200 pitchs, 6 finalistes, donc 3 dans la catégorie alpha, 3 dans la catégorie bêta. Alors le pitch parfait, il existe, on l'a vu. Bon, alors nous qui voyons beaucoup de pitch, et on fait même des petites sessions de pitch training, on a vu cette boîte-là. Donc ça s'appelle, c'est une appli qui s'appelle FatMap. Enfin, en gros, quand même, les 6 pitchs étaient vraiment parfaits. Donc 4 minutes chrono, donc sachez que le pitch pour le Web Summit c'est 4 minutes, donc si vous vous entraînez, c'est 4 minutes. Et à la dernière seconde, c'est this is it, thank you, voilà, donc juste à temps, voilà. Et lui, alors il est arrivé, il parlait à 2 à l'heure, il expliquait son truc avec Guillaume, on s'est regardé, mais il va jamais finir son pitch, il a fait un pitch du feu de Dieu, et donc l'appli, c'est pour les skieurs, pas forcément de haut niveau, pour tous les skieurs. En fait, il dit voilà, quand vous allez skier ou faire de la rando, vous avez toujours votre carte IGN merdique, vous savez pas où sont les chemins, etc. Alors surtout quand il y a de la neige, donc c'est hyper dangereux. Et donc eux, ils ont fait la carte 3D, des images d'hyper haute définition, là avec les voies de passage, les pistes de ski, etc. Et donc c'est un principe freemium, en fait, si tu veux la carte de, je sais pas moi, telle station, tu la télécharges, de telle autre tu la télécharges, et à chaque fois tu payes un petit truc. Et franchement, il a un peu tout déchiré avec son pitch, et on en a vu d'autres. Alors celui qui a gagné, c'est une appli qui s'appelle Connectera, et c'est le Fitbit pour les vaches. Et donc lui, son idée, c'est de dire que demain, le monde va avoir de plus en plus faim et surtout de plus en plus soif, donc il faut continuer à produire du lait, mais il ne faut pas avoir plus de bétail, parce que le bétail, c'est ce que ça peut avoir déjà au-delà des problèmes de méthane, mais le bétail pollue, et donc l'idée c'est d'optimiser le bien-être des vaches de manière à ce qu'elles produisent plus de lait. Voilà, donc son pitch c'était ça, c'était entre une vache qui est heureuse et une vache qui n'est pas heureuse. Celle qui est heureuse produit le double de lait, et comment on fait pour savoir si elle est heureuse? On va mesurer tout un tas d'indicateurs avec un petit objet connecté. Voilà. Donc c'est lui qui a gagné le pitch. Il y avait une boîte française qui était finaliste, qui s'appelait Easy Live, qui fait du montage, du montage vidéo temps réel. Voilà, c'est avec plusieurs éléments, plusieurs caméras, machin, qui vous permet de faire du montage sur un événement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus trop, mais disons que les 2 premiers pitchs étaient tellement parfaits que après on était
on s'est demandé comment les juges allaient vraiment partager. Pour finir, juste revenir un peu à l'humain et pour faire une transition malhabile, on a eu beaucoup de projets caritatifs ou tournés en tout cas vers des choses comment dire, sociales. LB, qui est une start-up qui a été fondée par top modèle Natalia Volodiona, quelque chose comme ça. Beaucoup de choses pendant le summit où on essaie de mobiliser les gens autour d'une cause. Là, c'était une espèce de marche qu'on nous invitait à faire à la fin du sommet pour promouvoir un autre type d'école en Irlande, parce qu'en fait l'école catholique est très présente et du coup il y a beaucoup de communautés qui sont un petit peu exclues de cette école. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça. Et globalement aussi beaucoup de choses tournées vers les femmes. On a été, enfin moi, parce que je suis assez sensible à la question, j'étais super agréablement surprise de la représentativité féminine à la fois dans les participants, sur les tables rondes. Je crois que j'ai pas vu une seule table ronde où il n'y ait pas une femme, à minima. Je ne sais pas si vous avez un peu ce même ressenti. Donc beaucoup d'efforts sont faits pour que les femmes soient représentées là. Et tellement d'ailleurs que pour 2016, le Web Summit vous offre votre place. Alors il faut être parrainé par quelqu'un. Donc si, mesdames, dans l'assistance, vous voulez aller gratuitement au Web Summit, il suffit de venir me voir, on remplit un petit formulaire et vous allez recevoir votre invitation gratuite, soit l'équivalent de, comme on dit, au téléachat de 700 euros. Voilà, donc 700 euros, si vous n'aurez plus qu'à payer votre vol pour Lisbonne et votre Airbnb. Il compte donner par ce biais 10 000 places. 10 000 places. Donc j'ai vérifié tout à l'heure, il y en a encore, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et voilà, je terminerai par un peu d'auto-promo, puisque nous on est sur une autre opération. Alors, en Bretagne, on n'a pas le Web Summit, mais nous on essaye aussi de faire des choses pour l'entrepreneuriat et les startups. Et le prochain événement, c'est le petit flyer que vous avez, voilà, c'est à Brest. Donc on essaye aussi de ne pas toujours tout faire à Rennes. On en a fait un événement comme ça, 2 jours pour changer la façon dont on construit un produit, un service. Chez Digitaléo, on a fait ça en juin, et à Brest, on fait ça donc en décembre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, et vous avez des questions, mais avec dispo, et merci d'avoir été là ce soir.